Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. 19h20 sur Sud Radio, bonsoir à vous, on roule ensemble chaque jeudi soir avec Mobility TV pendant plus de 40 minutes. Eh bien, nous allons débattre autour de la voiture et de la mobilité avec vous au 0826 300 300, ça c'est le numéro du standard de Sud Radio. On vous attend 0826 300 300 pour échanger avec nos experts que je vous présente tout de suite. Maxime Picat qui est avec nous, directeur de Stellantis Europe. Bonsoir à vous. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous monsieur Picat. Marc Amblard d'Orsay Consulting en direct depuis la Silicon Valley aux États-Unis. Bonsoir. Bonsoir Marc Amblard, voilà, on vous entend très bien, c'est parfait. Patrick Pellata est avec nous également, consultant méta-stratégie, ancien numéro 2 de Renault. Merci d'être avec nous, monsieur Pellata. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir messieurs, bienvenue. Comment sera la voiture du futur ? Alors, on se souvient tous de cette série K2000, hein, la voiture intelligente, elle s'appelait KIT avec David Hasselhoff. La voiture du futur est intelligente, sera connectée. Comment l'avènement des smartphones va permettre cela? Et comme l'avènement des smartphones il y a plusieurs années, la smart car devrait petit à petit s'imposer. Alors, on est au tout début, évidemment. Tiens, et pour commencer, expliquons à tous ceux qui nous écoutent ce qu'est une voiture connectée, Maxime Picat. Une voiture connectée, qui ressemble à K2000 justement, on va y venir, à KIT. Une voiture connectée, c'est une voiture qui échange des informations. C'est une voiture qui n'est plus simplement un objet de mobilité qui amène le conducteur du point A au point B, c'est aussi un véhicule qui s'adapte au conducteur, au client, qui en fonction de ses besoins, ses envies, ses données, l'aide, le guide, l'entretien, si on est dans une véhicule autonome, il lui apporte du cinéma, de la musique, des sons et qui lui amène un certain nombre de services pour, par exemple, trouver la borne de recharge la plus proche. Donc c'est vraiment quelqu'un qui augmente l'expérience du conducteur. Alors Marc Amblard, vous êtes en pleine Silicon Valley, tout près du siège de Tesla. Tiens, d'ailleurs vous étiez aussi au CES de Las Vegas. Voilà, ça en dit long sur ce que vous faites. Dites à tous ceux qui nous écoutent également, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec une voiture connectée, et puis qu'est-ce qu'on pourra faire dans plusieurs années. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui là, en janvier 2022? Et comme disait Maxime, effectivement, c'est un véhicule qui peut descendre l'information, qui peut remonter de l'information. Je pense à des choses comme, par exemple, ce qui est déjà possible sur les Tesla. Ouais. Effectivement, je suis basé à Palo Alto, sur par exemple la possibilité d'acheter des fonctionnalités nouvelles. Par exemple, sur les modèles 3, de pouvoir acheter a posteriori la fonctionnalité des chauffements arrière, ou pour d'acheter à l'heure aussi la possibilité d'utiliser full self-driving, la fonctionnalité de niveau 2+ de Tesla. Voilà, ce sont des choses qui sont possibles aujourd'hui. Et c'est aussi la possibilité de mettre à jour le software qui est possible chez Tesla depuis de nombreuses années déjà, qui commence à émerger parmi les constructeurs en place. Ce sont beaucoup d'autres choses dont on va probablement parler, comme des souscriptions à nouvelles fonctionnalités très ponctuelles, comme le paiement, le véhicule comme étant plateforme de paiement. Voilà, ce sont, entre autres, ce sont des choses qui existent déjà aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, avec la voiture connectée, ce n'est plus un simple véhicule, Patrick Pellada, pour se déplacer d'un point A et un point B, mais en fait, à l'intérieur de la voiture, on fait sa vie, quoi. On paye, on achète, on consomme, on se laisse guider. Oui, il faut que ça rende la vie plus facile. Exactement. Fait, pour commencer, ouais. C'est-à-dire, il y a plus grand monde qui regarde l'usure de ses pneus, ou l'usure de ses plaquettes de frein, ou l'usure de son embrayage. Il faut que la voiture vous prévienne. Et puis à la limite que le constructeur, le réseau, votre concessionnaire vous dise, tiens, il va neiger dans 3 jours là. On vous fait une promotion. Je sais les pneus que vous avez, ils sont un peu usés. Allez, passez, je vous fais un discount. Et c'est les services comme ça qui doivent arriver. Il faut aussi qu'on puisse, de façon toute simple, commander par la voix. Je vais écouter cette radio. Je voudrais bien avoir la destination, et au lieu de rentrer à la main un machin compliqué, on le fait comme ça. Ça peut suggérer des choses. Les enfants derrière peuvent regarder des films, et même ceux qui ne sont pas pensés à emporter avec eux, etc., etc. C'est ça la voiture connectée. Et à terme,
la voiture connectée, elle interagit avec l'infrastructure, avec l'environnement, et ça aidera à faire petit à petit des voitures partiellement autonomes et peut-être un jour totalement autonomes, en tout cas sur certaines régions. Ouais. C'est ça aussi, la voiture connectée. Patrick Pellata, et je vais poser aussi la question à Maxime qui est avec nous, Maxime Picat, Marc Amblard. Depuis les États-Unis, est-ce que les Français sont prêts? Tiens, parlons de la France. Est-ce que les Français sont prêts à la voiture connectée finalement? Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que finalement, ce qu'ils ont envie, c'est pas simplement de rouler, voilà. Est-ce qu'ils sont prêts à, par exemple, acheter via leur voiture Est-ce qu'ils ont vraiment envie de cette envie de modernité? Si vous aviez posé la question, est-ce qu'en 2008, avant l'iPhone, est-ce que les gens auront envie de faire un tas de choses avec leur téléphone? Probablement. Personne ne vous aurait dit oui, je ne sais pas. Non, à partir du moment où il y a un vrai service et où c'est facile à faire et ça ne coûte pas trop cher, je pense que les gens y vont. Alors justement, Maxime Picat, parlons du coup. On va revenir juste après la pause sur le partenariat entre Stellantis et Amazon. On va y revenir évidemment plus en détail. Ça va coûter très très cher. Enfin, on a l'impression que s'offrir aujourd'hui une voiture connectée, ça relève de l'impossible. Non, pas forcément, parce qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui existent déjà dans le véhicule. Il faut savoir qu'en Europe, on a maintenant l'appel d'urgence obligatoire. Donc ça veut dire que toutes les véhicules, elles ont déjà un minimum de communication qui s'appelle « je suis capable de donner ma position en cas de problème ». À partir de là, par ce canal de communication, on est capable de faire passer plus de choses et ces informations montantes et descendantes. Et au final, ce qui va compter, effectivement, le véhicule complètement autonome nécessite beaucoup plus d'informations, il sera beaucoup plus cher. Mais pour des fonctionnalités simples, comme celle de dire le véhicule a remonté une petite alerte, nous prévenons le client en disant attention, votre voiture a une petite alerte, vous feriez mieux d'aller au garage avant d'avoir une panne. Ça, tout le monde applaudit. Nos clients, quand on leur fait, c'est déjà existant dans nos modèles, applaudissent dès demain. C'est simple, ça coûte pas beaucoup plus cher. Bon, eh ben, donc vous confirmez, Monsieur Pellata, vous confirmez, tiens, Marc Amblard, est-ce que finalement on peut imaginer dans quelques années, nous tous, s'offrir une voiture connectée? Est-ce que ce sera possible? Mais une vraie voiture connectée, hein. Marc Amblard. Je pense que ça existe déjà. Beaucoup d'éléments sont déjà en place, on va en découvrir de nouveaux, bien sûr. Je pense sur des éléments comme la sécurité, comme l'identification respective des différents véhicules dans une ville, par exemple, de sorte à éviter des accidents dans des intersections où les véhicules ne se voient pas les uns les autres. Ça va venir progressivement avec l'aide de la 5G, par exemple. Mais ces choses-là existent déjà essentiellement, je pense. Par exemple, les campagnes de rappel, tout à l'heure Patrick, que je salue à nouveau, je suis content de te retrouver. C'est la possibilité aussi de faire, par exemple, des mises à jour qui traitent des problèmes techniques, des campagnes de rappel à distance, des choses que Tesla fait déjà depuis quelques années. Quand on peut se souvenir, par exemple, quand au moment du lancement de la Model 3, la voiture a été critiquée pour ses distances de freinage trop longues. En l'espace de quelques semaines, l'ensemble de la flotte qui était déjà dans la rue a été rafraîchie, a été mise à jour pour réduire la distance de freinage. Donc, c'est des choses qui existent déjà de façon très, très large. On a cité les uns les autres des différents exemples. Bien sûr, on va découvrir encore d'autres applications de cette connectivité de l'ensemble de la flotte. Allez, les vraies voix qui font enrouler la France sur Sud Radio, c'est jusqu'à 20h. On va se retrouver dans quelques minutes. Restez avec nous. On va continuer évidemment de parler de cette voiture du futur, la voiture connectée, avec Maxime Picat, Marc Amblard, Patrick Pellata. Vous restez avec nous et puis évidemment vous nous appelez au 0826 300 300. La voiture connectée, comment vous l'imaginez? 0826 300 300. On revient très vite, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Philippe Rossi. Et il est question d'automobile et de mobilité jusqu'à 20h, les vraies voix qui font rouler la France. Avec Mobilité TV, je vous présente nos vraies voix du jour, nos experts. Maxime Picat, directeur de Stellantis Europe. Marc Amblard qui est avec nous d'Orsay Consulting. Marc Amblard qui est en direct depuis la Silicon Valley aux États-Unis. Patrick Pellata est avec nous, consultant à Métastratégie, ancien numéro 2 de Renault. On poursuit évidemment notre discussion autour de cette voiture du futur, la voiture connectée. Les constructeurs d'ailleurs commencent à s'y intéresser fortement, mais pas que, les entreprises tech également, les GAFA, la voiture du futur. Est-ce que ça vous parle à vous? 0826 300 300. Bernard est avec nous, il nous appelle de Gironde. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir et bonne année à Sud Radio. Bonne année Bernard. Alors
Oui, j'ai plein d'idées, vous savez. Ah bon. Concernant la voiture connectée d'abord, et après je vous parlerai de la voiture intelligente. La voiture connectée, il faut qu'elle apporte de la sécurité. Parce que moi j'ai entendu tout à l'heure, je vous écoutais, j'ai entendu que oui, on pourrait travailler avec la banque. Il ne faut pas que la connexion de la voiture connectée soit un distracteur. Vous entendez ce que je veux dire? C'est-à-dire, comme le téléphone portable, vous savez que tout le monde en parle, que c'est un danger de la route, et quand on téléphone, on ne regarde pas la route. Il ne faudrait pas que les connexions viennent empêcher la sécurité. Au contraire, si la connexion permet la sécurité, moi je suis très d'accord. Par exemple, la distance de sécurité, la voiture vous avertit que vous êtes trop près de la voiture de devant, tout ça, ça c'est très bien, l'assistance au freinage, très bien. Mais il ne faut pas que ça soit un distracteur. Et concernant la voiture intelligente, alors là je suis plus... Alors justement, Bernard, il faudrait qu'il faut faire une différence entre la voiture connectée, je pense que beaucoup confondent, et la voiture, donc vous appelez ça la voiture intelligente, la voiture autonome. Maxime Pical, juste la différence. Donc la voiture connectée, on l'a bien compris. La voiture connectée, il y a des échanges de données, potentiellement, comme on l'a dit, y compris des mises à jour du véhicule. Il y a une étape supplémentaire, le véhicule qui roule tout seul. Ça, c'est beaucoup plus complexe parce que beaucoup plus de données échangées, beaucoup plus de capteurs autour du véhicule. Donc c'est en train de devenir, beaucoup plus cher. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus cher. Donc il y a vraiment deux niveaux, si j'ai envie de dire. Bernard, juste, on va faire réagir nos invités sur votre analyse très pertinente. Tiens, Patrick Pellata, sur le problème de sécurité qu'évoque Bernard. Il a raison avec le téléphone, en tout cas. Hein. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, les morts sont en train de remonter. Ça doit faire 4 années de suite que le nombre de morts remonte aux États-Unis. Et la première raison, c'est les gens qui sont sur leur téléphone, leur smartphone. Donc, la voiture connectée, c'est aussi, elle peut prendre en charge la connexion et on lui parle. On parle directement, on appelle, mais on ne sort pas les yeux de la route, quoi. Et après, la voiture connectée, surtout, je le disais, si on va un petit peu plus loin, si elle est connectée à l'infrastructure, si elle est connectée si elle regarde les autres voitures elle-même, donc on lui apporte petit à petit de l'intelligence, ça va apporter de la sécurité. Elle va freiner même si le conducteur il n'a pas pensé à freiner parce qu'il regardait pas assez bien ce qui se passait devant lui, quoi. Ça existe déjà un petit peu, ça va être renforcé avec la connexion. Je crois que le vrai sujet sur les voitures connectées, c'est à quelle vitesse on va aller très loin dans le potentiel de ces voitures, pour aller vers des voitures intelligentes. Donc on part des voitures connectées, ce que disait Maxime Picard. Aujourd'hui, par les normes européennes, elles sont connectées, les voitures neuves. Hein, mais bon, on s'en sert un tout petit peu. Et la question, c'est comment on va utiliser ces connexions pour aller beaucoup, beaucoup plus loin, rendre la voiture plus intelligente, la faire interagir avec plus de choses autour pour décharger le conducteur d'un certain nombre de tâches de sécurité et lui donner d'autres possibilités, ainsi qu'aux passagers de la voiture. Bon. Bernard, Patrick Pellata a répondu à votre question. Est-ce que vous êtes prêt, vous, aujourd'hui, Bernard, à investir et à rouler dans une voiture connectée, Bernard? Oui, parce que si elle doit apporter de la sécurité et puis de l'assistance au conducteur, c'est excellent, c'est très très bien même. Mais moi je voulais vous parler, si vous avez quelques petites secondes, de la voiture intelligente. Parce que moi je suis plus méfiant sur la voiture intelligente. On évoque souvent dans les médias que la voiture le marcherait toute seule, qu'il n'y aurait plus de conducteur, il y aurait plus tout ça. Et moi je pose une question précise. Voiture sans conducteur, ok, qui est responsable en cas d'accident ? Et quel est l'assureur qui va assurer une voiture qui n'a pas de conducteur? Moi, je vous pose des questions précises, parce que bon, on imagine dans les avions, vous savez qu'il y a le pilotage automatique. Mais il y a toujours un pilote et un copilote quand même, dans les avions. Alors, on va faire réagir Marc Amblard en direct des États-Unis, Dorsey Consulting. Marc Amblard, c'est une bonne question. C'est effectivement une question qui n'est pas encore résolue. Certaines juridictions, je crois que l'Allemagne a déjà traité la question il y a 2 ou 3 ans de mémoire. En rendant responsable le constructeur dans les conditions où c'est le véhicule qu'elle contrôle. Il y a des étapes intermédiaires. C'est le problème un peu difficile à mesure où, suivant les niveaux, alors sans rentrer en détail, suivant le niveau d'autonomie,
La responsabilité incombe, a priori, incombe au constructeur si on a un niveau d'autonomie haut, à savoir qu'on délègue l'entièreté de la responsabilité de conduite au véhicule, ce que s'appelle le niveau 4, ou dans le niveau plus bas, c'est au conducteur de rester responsable. C'est le cas des solutions qui sont aujourd'hui dans la rue, on appelle niveau 2, niveau 2+, ou ce que va lancer Mercedes dans les mois à venir, ou Honda au Japon sur la conduite déléguée dans certains usages, où le conducteur peut se permettre de ne pas être attentif, sauf qu'il doit être capable de pouvoir reprendre la main. Donc la réponse n'est pas simple, et en tout cas à différencier suivant les degrés d'autonomie que l'on donne. Mais à l'avenir, si le véhicule est totalement autonome, c'est au constructeur à ce moment-là qui prend son unité de développer et valider son produit, d'en assumer la responsabilité. Ouais. Bon, j'espère qu'on a répondu à vos questions, mon cher Bernard. Merci en tout cas d'avoir réagi, d'avoir débattu, d'avoir commenté avec nous au 0826 300 300. Merci Bernard. Tiens, Maxime Picat, alors revenons sur Stellantis et ce partenariat que vous avez scellé avec Amazon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce partenariat qui vise notamment à connecter pour l'instant les habitacles des véhicules? Alors je sais que vous ne pouvez pas en dire beaucoup non plus, mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce partenariat? Alors d'abord on peut dire qu'il vise vraiment à développer le sujet du jour, le véhicule connecté, puisque les solutions, on va les lancer à partir de 2024 et l'objectif c'est d'avoir 34 millions de voitures connectées à horizon 2030. Donc c'est pas de l'expérimentation, c'est de la généralisation. Amazon a un certain nombre de compétences. En fait, ce qui nous manquait au départ dans l'automobile, c'était beaucoup le logiciel. Parce que pour faire un véhicule connecté, il faut des composants électroniques. On en sait quelque chose et on en souffre un peu en ce moment. Et il faut des centaines de milliers, des millions de lignes de code. Et ça, effectivement, pour accélérer dans la création de ces lignes de code, qui permettent de faire tout ce dont on parle depuis le départ, on s'appuie sur des partenaires. On a fait ce partenariat avec Amazon. Amazon va nous aider à former des ingénieurs. On va en recruter, on va en former en interne, on va reconvertir un certain nombre de personnes vers le logiciel. Amazon va nous aider à développer... 1000 personnes par an, c'est votre ambition, hein? Oui, c'est des gens qui aujourd'hui font autre chose que du software, mais ça prend tellement de place dans le véhicule qu'on va devoir basculer plus de personnes vers le software et en embaucher. Amazon va nous aider aussi avec le système d'exploitation qui est derrière notre Stella Cockpit, de faire donc toute l'intelligence et le dialogue des systèmes, des applications pour que ce véhicule connecté soit opérationnel. Et puis on va utiliser le cloud, tout le système d'utilisation des datas, parce que c'est bien d'avoir des données qui sortent d'un véhicule connecté, il faut encore les stocker, les gérer pour qu'on puisse rendre le service au client. Et enfin, Amazon va acheter les nouveaux véhicules électriques et connectés de Stellantis. Donc c'est un 4 grands axes sur ce partenariat avec Amazon. Ouais. Aujourd'hui, à Stellantis en tout cas, vous vous dites que l'avenir, en fait, ce serait une erreur d'aller à côté de la voiture connectée, en tout cas de ne pas y mettre toute son énergie, une bonne partie de son investissement, de ses sous. Ce serait une erreur dans les 10 prochaines années? Je pense que le parallèle qui a été fait tout à l'heure avec le téléphone portable est marquant, avec le smartphone. Quand on voit comment ça a changé la vie, ça a été très vite. On se dit, si demain on passe devant la liste qu'on a fait, elle n'est pas exhaustive, mais on a parlé que de choses qui font beaucoup de sens et qui aident la vie des gens. On ne peut pas demain se dire qu'on ne va pas amener ces fonctionnalités supplémentaires. Ça serait couper une partie de l'expérience du client et on est là pour améliorer sa vie. Donc évidemment, on y va et on y va à pleine vitesse. Tiens, vous parliez de cloud, de data, de données. Vous savez que ça inquiète les Français, hein, la transmission des données. Comment vous pouvez les rassurer? Il y a énormément de choses. Il y a aussi la cybersécurité qui les inquiète. Donc ça, c'est un élément. On fait en sorte de chiffrer de bout en bout de la totalité des choses. Et en particulier, Amazon, en l'occurrence, n'aura pas accès aux données elles-mêmes et à leur contenu. Tout ça sera crypté. Et encore une fois, les lois s'imposent à nous. Donc les données, elles sont générées de manière anonymisée, comme vous le savez très bien, puisque vous le faites à longueur de journée. À chaque fois qu'on utilise une donnée de notre client, ça sera parce qu'il l'aura autorisé. Donc là-dessus, je pense qu'en Europe, beaucoup... Le législateur pense à protéger le citoyen européen et donc il y a beaucoup de réglementations qui aujourd'hui font qu'on fait des choses dans les clous et que leur vie privée sera protégée. Tiens, Marc Amblard, vous êtes en direct des États-Unis, en direct depuis la Silicon Valley. Faites-nous un petit peu rêver. Qu'est-ce que vous voyez? Quel genre de projet vous voyez passer autour de vous, Marc Amblard? Ce qui est intéressant pour faire un peu écho à ce que disait tout de suite Maxime, c'est l'émergence de nouveaux acteurs. Alors derrière Tesla, il y en a quelques-uns qui sortent, qui arrivent maintenant en production, des sociétés comme Rivian et Lucid
qui sont totalement inconnus en Europe. Rivian qui fait un pick-up et qui va faire un SUV, qui maintenant d'ailleurs a commencé à livrer des véhicules. Lucid qui a commencé à livrer des véhicules des berlines jusqu'à 1100 chevaux. Des véhicules qui sont conçus, alors c'est totalement différent des constructeurs traditionnels. J'ai moi-même travaillé pour PSA et pour Renault, et donc je peux faire la comparaison, mais c'est vrai que ces sociétés-là émergent comme des acteurs du software. Et je pense, ils sont appelés software native, sociétés qui ont le software à leur cœur, comme Tesla l'a été quand ils ont démarré avec la Model S en 2012. Donc ça, ce sont des choses qui apportent des approches qui sont au cœur des véhicules qui fournissent ces différentes prestations qu'on a mentionnées. Et ce qui est intéressant aussi, je ne réponds pas directement à votre question, mais je pense que les choses qui étaient assez intéressantes derrière, c'est aussi la façon dont le véhicule est conçu. C'est-à-dire, en fait, on voit des solutions hardware qui sont conçues pour servir le software, dans une certaine mesure. Il reste bien sûr l'essentiel du hardware, comme suspension, freinage, qui sont des solutions d'abord de hardware. Mais tout ce qui est lié à l'expérience de l'intérieur de la cabine sont des solutions qui sont conçues, les écrans, les interfaces, qui sont conçues pour servir le software. Et de ce point de vue-là, ces sociétés approchent le véhicule, la conception du véhicule, l'interface avec le client, la distribution, l'expérience client tout au long de la vie de façon très différente. Ouais. J'avais une dernière question avant de marquer une courte pause et de revenir dans quelques minutes. Tiens, je vais la poser à Patrick Pellata. Est-ce que ça vous inquiète? Vous savez qu'en ce moment, alors pas qu'à Paris évidemment, mais dans plusieurs autres villes de France, on fait un petit peu la chasse à la voiture, les 30 km/h. On incite les gens à rouler à vélo, à trottinette, à essayer de prendre d'autres alternatives. Est-ce que ça vous inquiète, vous, Patrick Pellata, consultant métastratégie, ancien numéro 2 de Renault, je le rappelle, est-ce que ça vous inquiète pour le futur? Je pense que, comment dire, ça reste le moyen de déplacement numéro 1 en France, pas à Paris, mais dans le reste de la France, oui. Il n'y a que les centres-villes aujourd'hui où la voiture commence à passer dans certains endroits en dessous de 50% des déplacements. Ailleurs, c'est 80%, 85%, 90% dans les zones rurales et les villes moyennes. Donc on ne peut pas, comment dire, ce qu'il faut, c'est rendre la voiture compatible avec la ville. Et ça veut dire effectivement plus de sécurité, ça veut dire pas de pollution, ça veut dire les voitures électriques dans les villes, les ZFE nous amènent vers ça. Ça veut probablement dire rouler plus doucement. Alors rouler plus doucement partout, il y a des endroits franchement où c'est idiot. Dans Paris, là, en ce moment, d'ailleurs, il n'y a pas grand monde qui roule à 30 à l'heure, très sincèrement. C'est pas faux. Sauf là où on sait qu'il y a un radar, quoi. Donc je pense que oui, il faut rendre la voiture compatible avec les villes. Et pour ça, il faut être plus souvent dans les voitures. Il y aura des voitures partagées. Je pense que les voitures autonomes, elles seront massivement partagées, en fait, en flotte. Ça arrive loin, mais peut-être dans 7-8 ans, ça commence à arriver dans certaines villes américaines. Et donc, c'est plus ça le sujet. Et effectivement, tout ça, à la fin, ça fera peut-être un peu moins de voitures. En tout cas, il faut que ça fasse moins d'embouteillage, il faut que ça fasse moins de pollution et il faut que ça fasse plus de sécurité dans les villes. Tout ça, c'est évident. Ouais, allez, vous restez avec nous, Patrick Pellata, Marc Amblard, Maxime Picat. Comment se positionnent les jeunes entreprises françaises dans cet univers de l'automobile, de la tech? On se posera la question dans un instant et on posera la question à Romain Stutzmann, président de l'association France Autotech, qui nous rejoint dans quelques minutes. Ne bougez pas, à tout de suite.